Ma famille m'a banni de Noël parce que, selon eux, tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas comprendre. Alors, au lieu de pleurer sur mon sort, je suis partie seule dans un palace 5 étoiles à Courchevel, le plus luxueux de France. Je voulais leur montrer ce qu'ils avaient perdu. Et quand ils ont vu mes photos de vacances, noyées dans le luxe et la sérénité, les messages ont commencé à pleuvoir, pleins de regrets et de jalousie. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur exclusion n'était que le début d'une guerre familiale qu'ils avaient eux-mêmes déclenchée. Avant de vous raconter en détail comment j'ai transformé leur trahison en ma plus grande victoire, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir comment nos histoires peuvent nous connecter à travers le monde. Maintenant, revenons à ce fameux jour de décembre. La lumière douce de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres de mon appartement à Annecy, projetant des reflets argentés sur le lac endormi sous un ciel de nacre. L'air sentait le sapin Nordmann fraîchement coupé et la cire d'abeille de mes bougies artisanales. Je venais de poser la dernière guirlande sur mon arbre, une tradition solitaire que je chérissais, un moment de paix avant la frénésie habituelle des fêtes. Mes doigts ont effleuré une petite décoration en bois, un peu usée, datant de mon enfance. C'était un cadre miniature contenant une photo jaunie de ma sœur Adeline et moi. Nous devions avoir 7 et 9 ans, vêtus de pyjamas de Noël à carreaux rouges, identiques et ridicules, offerts par notre grand-mère. Nous sourions à pleines dents, nos visages collés l'un à l'autre, unis par une complicité qui me semblait alors aussi éternelle que les montagnes entourant le lac. Un sourire mélancolique a étiré mes lèvres. Cette photo était le fantôme d'une relation que je m'obstinais à croire encore vivante, le vestige d'un temps où nous étions nous, indivisibles. C'est à ce moment précis que mon téléphone a vibré sur la table basse. Le nom, Adeline, s'est affiché en lettres capitales. Mon cœur a fait un bond, un mélange complexe d'espoir et d'appréhension. J'espérais qu'elle appelait pour finaliser les plans de Noël, pour me demander, comme chaque année, si je pouvais préparer ma fameuse bûche pralinée, la seule que son mari Florent acceptait de manger. « Allô » ai-je dit, ma voix plus enjouée que je ne le ressentais. « Salut Héloïse, c'est moi. » Sa voix était étrange. Plate, distante. Dépourvue de la chaleur taquine habituelle. J'ai immédiatement senti une boule de froid se former dans mon estomac. Le silence qui a suivi était anormal, un vide là où il aurait dû y avoir une blague ou une plainte sur ses enfants. « Tout va bien ? Le petit Mathis n'est pas malade ?» ai-je demandé, cherchant une explication rationnelle. « Non, non, tout le monde va bien. Écoute, je t'appelle pour Noël. » Un soulagement bref et idiot m'a traversé. J'avais eu peur pour rien. « Ah, super. J'allais justement t'appeler. Alors, je m'occupe du dessert comme d'habitude ? Et j'ai trouvé un cadeau incroyable pour Mathis, un télescope pour débutants. » Héloïse m'a-t-elle coupé net. Sa voix était plus ferme. Un autre silence. Celui-ci était glacial. En fait, cette année, on a décidé de faire quelque chose de différent. Le mot « différent » a résonné comme une sirène d'alarme dans ma tête. Ce n'était pas le « différent » excitant d'un nouveau plat ou d'une nouvelle destination. C'était le « différent » qui précède les mauvaises nouvelles. « Différent comment » ai-je demandé, ma gorge soudainement sèche. Eh bien, Florent et moi, on en a discuté longuement, et aussi avec papa et maman. On veut un Noël plus simple. Plus intime. Juste nous, tu sais, les parents, et les enfants. Pour que les petits puissent vraiment en profiter, sans trop de monde, sans trop de bruit. Une ambiance vraiment centrée sur la famille nucléaire. Chaque mot était une gifle. Famille nucléaire. J'étais donc un atome libre, une particule superflue ? Comme si les 20 dernières années où j'avais joué le rôle de la tante parfaite, de la babysitter d'urgence, de la confidente et du soutien financier inconditionnel, n'avaient jamais existé. Je ne suis pas sûre de comprendre, Adeline. Je fais partie de la famille. Ma voix n'était qu'un murmure brisé. J'ai entendu son soupir à l'autre bout du fil, un soupir d'agacement, comme si ma douleur était une complication administrative, un fardeau qu'elle devait gérer. Et puis, la phrase est tombée, la phrase qui a fait exploser le barrage de mes illusions, la phrase qui a brisé le dernier fil de notre complicité d'enfance.
Héloïse, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Tu n'as pas d'enfant. Tu ne peux pas comprendre les pressions, les sacrifices, ce que c'est que de vouloir se recentrer sur ses propres enfants. Le silence qui a suivi était assourdissant. L'univers entier semblait s'être arrêté de respirer. Mon magnifique sapin de Noël, si joyeux quelques minutes auparavant, me paraissait soudain être une mise en scène grotesque et pathétique de ma solitude. La petite fille sur la photo me regardait, et j'avais l'impression de la trahir en restant silencieuse, en acceptant ce coup sans me défendre. Mais que pouvais-je dire? Que pouvais-je répondre face à une condamnation aussi finale, aussi absolue? Ne pas avoir d'enfant. J'ai répété les mots à voix basse, comme pour en tester la réalité. Ils avaient un goût de cendre dans ma bouche. Ce n'était pas une simple explication. C'était une arme, une accusation déguisée qu'elle avait déjà brandie tant de fois par le passé sous des formes plus douces, plus insidieuses, mais jamais avec cette cruauté chirurgicale. C'était la justification ultime qui invalidait tout ce que j'étais, tout ce que j'avais fait pour eux. Mon esprit, en état de choc, a commencé à tourner à vide, projetant des flashs du passé sur l'écran noir de ma douleur. Je me suis revue 5 ans plus tôt, assise sur la banquette usée d'un petit café de la Croix-Rousse à Lyon. Adeline était en face de moi, ses larmes se mélangeant à la mousse de son cappuccino. Florent et elle venaient de trouver la maison de leur rêve à Caluire, une petite maison avec un jardin pour les enfants, mais la banque, frileuse, leur refusait le prêt final sans un apport plus conséquent. 20 000 €. C'était la somme, dérisoire et pourtant infranchissable, qui se dressait entre eux et leur bonheur familial. J'ai vu la détresse dans les yeux de ma sœur, la même sœur qui partageait mes secrets d'enfance, et je n'ai pas hésité une seconde. J'ai vidé mon plan épargne-logement, celui que je gardais précieusement pour un projet d'avenir encore flou, peut-être l'achat de mon propre petit nid. Je vous les prête, avais-je dit en lui prenant la main. Ne t'en fais pas. C'est normal, on est une famille. Ils avaient juré de me rembourser en 2 ans. 5 ans plus tard, j'avais à peine revu un quart de la somme. À chaque fois que j'osais aborder le sujet, avec une gêne infinie, la réponse était invariablement la même, servie avec un soupir las. Tu comprends, Héloïse, avec les enfants, les dépenses sont imprévisibles, l'école, les activités, les vêtements. Toi, tu n'as pas ces charges. Tu as de la chance. Ma chance. Mon absence d'enfant n'était pas un simple état de fait, c'était devenu une richesse indécente, un privilège qu'il était normal de taxer. C'était devenu mon défaut, ma tare, une excuse parfaite pour justifier leur propre manque de parole, leur propre égoïsme. Et puis, il y avait les piques incessantes de ma mère, douces comme du miel empoisonné, à chaque repas de famille. Alors, ma chérie, toujours personne à nous présenter? L'horloge biologique tourne, tu sais. Ce serait tellement dommage que tu finisses seule. Regarde ta sœur, comme elle est épanouie avec sa famille. C'est ça, le vrai bonheur d'une femme. Chaque mot était une affirmation que ma vie, ma carrière réussie dans une agence de design, mon indépendance durement acquise, tout cela n'était qu'un lot de consolation, une distraction en attendant le vrai rôle de ma vie. Dans le tribunal familial, j'étais coupable. Coupable de liberté. Coupable de ne pas avoir coché les cases dans le bon ordre. Héloïse? Tu es toujours là? La voix impatiente d'Adeline m'a brutalement ramenée au présent. Oui, ai-je répondu, ma voix soudainement glaciale, vidée de toute émotion. J'ai compris. J'ai très bien compris. Je n'ai pas cherché à négocier, à plaider ma cause. À quoi bon? Le verdict avait été rendu bien avant cet appel. J'étais exclue. J'étais l'élément extérieur, la pièce rapportée qui ne cadrait plus avec leur tableau idyllique de la famille traditionnelle. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter une fausse excuse ou une formule de politesse hypocrite. Le téléphone est tombé de ma main sur le tapis moelleux. Je suis restée debout, immobile, au milieu de mon salon, le silence m'enveloppant comme un linceul. J'ai regardé mon reflet déformé dans une boule de Noël dorée. J'ai vu une femme de 42 ans, seule, que sa propre famille venait de jeter comme un vieux jouet dont les enfants ne veulent plus. Une vague de chagrin m'a submergée, si violente que j'ai dû m'agripper au dossier d'un fauteuil. Mais sous le chagrin, une autre émotion commençait à gronder, une colère sourde, profonde, venue des tréfonds de mon être.
La colère d'avoir été utilisée. La colère d'avoir été jugée. La colère d'avoir tant donné, tant aimé, pour ne recevoir en retour que ce mépris glacial. C'est une situation terrible, n'est-ce pas? Être rejeté par ceux qui sont censés vous aimer le plus, et pour des raisons si injustes. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous essayé de les raisonner, de leur prouver votre valeur? Auriez-vous accepté la situation en silence pour éviter les conflits? Ou auriez-vous fait quelque chose de complètement différent? Laissez-moi votre avis dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir que je ne suis pas la seule à trouver cette situation révoltante. Cette nuit-là, alors que les larmes séchaient, laissant des traces salées sur mes joues, la colère a muté. Le chagrin s'est solidifié, s'est transformé en une résolution dure comme du diamant. Une flamme froide et déterminée s'est allumée en moi. S'il pensait que j'allais passer Noël à me morfondre seul dans mon appartement, à regarder des films mièvres en mangeant de la glace, il se trompait lourdement. Ils voulaient un Noël sans moi? Très bien. Mais ils allaient apprendre, à leurs dépens, ce que ma présence valait vraiment. La nuit a été un long tunnel blanc. Le sommeil, ce lâche, m'avait abandonné. Mon esprit tournait en boucle, un carrousel infernal rejoint la conversation, disséquant chaque mot, chaque silence, chaque intonation méprisante. Le chagrin était toujours là, une douleur sourde logée au creux de ma poitrine, mais il n'était plus paralysant. Il était devenu le combustible d'une nouvelle énergie, une fureur glaciale qui exigeait l'action, pas la lamentation. Je ne serais pas une victime. Je refusais de leur donner cette satisfaction. Au petit matin, alors que les premiers rayons de soleil teintaient de rose les sommets enneigés au-dessus du lac, ma décision était prise, gravée dans le marbre de ma résolution. Ce ne serait pas une simple évasion pour panser mes plaies. Ce serait une déclaration d'indépendance. Une affirmation de ma valeur, de ma réussite, de ma capacité à être heureuse sans eux. Une réponse silencieuse mais éclatante à leur mépris. J'ai ouvert mon ordinateur portable, mes doigts tapant sur le clavier avec une précision presque violente. Hôtel de luxe France Noël. Les résultats ont défilé, des châteaux en Touraine, des palaces sur la Côte d'Azur, et puis, un nom a brillé, scintillant comme un cristal de glace, Courchevel. Le symbole ultime du luxe, de l'exclusivité, un univers parallèle à des années-lumière de leur petite vie bien rangée à Lyon, rempli de crédits à rembourser et de plaintes incessantes sur le coût de la vie. C'était d'une perfection presque poétique. Mon choix s'est porté sur l'un des établissements les plus prestigieux, un hôtel dont le nom seul était une promesse, l'apogée des cimes. Les photos étaient à couper le souffle, un concentré de luxe et de sérénité. Des suites avec des cheminées privées, des vues panoramiques sur les pistes immaculées, un spa primé, des restaurants étoilés. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, non pas d'excitation, mais d'une sorte de jubilation guerrière. C'était exactement ça. Je n'allais pas juste me faire plaisir, j'allais m'offrir le Noël qu'ils ne pourraient jamais s'imaginer, même dans leurs rêves les plus fous. Sans une seconde d'hésitation, j'ai réservé la suite panoramique pour 4 nuits, du 23 au 27 décembre. J'ai coché les options sans même regarder les prix, le forfait spa, sérénité absolue, avec massage quotidien et soins du visage. J'ai réservé une table pour le dîner de gala de Noël au restaurant gastronomique de l'hôtel. Chaque clic sur le bouton « Confirmer » était un acte de défi, un pas de plus vers ma libération. Le montant final qui s'est affiché à l'écran était astronomique, de quoi payer une année d'activité extrascolaire pour leurs 2 enfants. Une partie de moi, l'ancienne Héloïse, celle qui avait toujours été raisonnable et économe, a eu un vertige. Mais la nouvelle Héloïse, celle qui était née de la trahison de la veille, a souri. C'était le prix de ma liberté. Et il n'était pas assez cher payé. Le lendemain, j'ai fait ma valise. J'ai laissé au placard les vieux pulls confortables et les jeans informes. J'ai sorti mes plus belles tenues, celles que je gardais pour les grandes occasions, des robes de soirée en soie, des pulls en cachemire doux comme une caresse, mes bottes de créateur qui me donnaient l'impression de pouvoir conquérir le monde. J'ai emballé des livres que je n'avais jamais eu le temps de lire, ma playlist de musique classique préférée, tout ce qui pouvait nourrir mon esprit et apaiser mon âme. Le trajet en voiture vers Courchevel était une thérapie en soi. Quitter Annecy,
voir les paysages se transformer sous un manteau de neige de plus en plus épais, les montagnes se dresser comme des sentinelles bienveillantes, c'était comme laisser derrière moi ma vieille peau de victime consentante. Chaque kilomètre était une distance que je mettais entre moi et leur jugement, entre moi et la personne qu'ils voulaient que je sois. L'arrivée à l'hôtel a dépassé toutes mes espérances. Un valet en livrée a pris en charge ma voiture avant même que j'aie coupé le contact. Le hall d'entrée était un spectacle de bois vieilli, de pierres brutes et de design contemporain, avec une immense cheminée où crépitait un feu joyeux. On m'a accueilli par mon nom, avec une coupe de champagne pétillant, un respect et une chaleur que je n'avais pas ressentis depuis longtemps dans ma propre famille. Quand le concierge m'a ouvert la porte de ma suite, mon souffle s'est coupé. C'était immense, plus grand que mon premier appartement d'étudiante. Un salon avec une cheminée en pierre, une chambre avec un lit king size qui semblait flotter sur un nuage de drap en coton égyptien, et surtout, un mur entier de fenêtres donnant sur un balcon privé. La vue était irréelle, les sommets enneigés à perte de vue, le balai silencieux des skieurs sur les pistes en contrebas. Ce soir-là, après un bain moussant qui a duré 1 heure, j'ai enfilé une simple mais élégante robe en velours noir. J'ai commandé un service en chambre, ne me sentant pas encore prête à affronter le monde. J'ai dîné près de la cheminée, un verre de vin de Savoie à la main. Puis, j'ai préparé ma première offensive. Silencieuse, mais dévastatrice. J'ai pris mon téléphone. J'ai posé mon verre de vin sur la petite table en bois, avec en arrière-plan les flammes dansantes de la cheminée et la nuit étoilée sur les montagnes. C'était une image de sérénité absolue. De luxe discret. De paix. J'ai écrit une légende simple, sans une once d'agressivité, chaque mot soigneusement pesé. Profitez du silence de la saison des fêtes à ma façon. Je vous envoie des vœux chaleureux depuis les sommets. J'ai appuyé sur « Publier ». Et j'ai attendu. Mon téléphone est resté silencieux pendant exactement 10 minutes. 10 minutes de paix, les dernières avant la tempête. Et puis, il a vibré. Une notification. Puis une autre. Et encore une autre. Il a commencé à vibrer sans arrêt, comme si le monde entier essayait de forcer la porte de ma nouvelle liberté. La première vague de notifications était inoffensive. Un « j'aime » d'un cousin éloigné qui vivait à Brest. Un commentaire d'une amie de fac, magnifique. Profite bien ma belle, tu le mérites tellement. C'était la périphérie de mon cercle social, les réactions attendues, bienveillantes. C'était le calme avant la tempête, l'avant-garde polie avant l'arrivée de l'artillerie lourde. Je savais qu'ils n'allaient pas tarder. Et ils sont arrivés, fidèles à leur nature prévisible. Le premier message privé était d'Adeline. Sec, impérieux. 3 mots qui claquaient comme un coup de fouet. Tu es où? Pas de point d'interrogation. C'était un ordre, pas une question. Une exigence d'information. J'ai regardé le message, un petit sourire en coin se dessinant sur mes lèvres. Le simple fait qu'elle ait dû me poser la question, qu'elle ait été prise au dépourvu, me procurait une satisfaction mesquine mais délicieuse. J'ai posé mon téléphone, laissant son message en « vue », sans réponse. Le silence est parfois la plus cinglante des répliques. Quelques minutes plus tard, un autre message, de mon beau-frère Florent cette fois. Plus direct. Plus venimeux. Son ressentiment était palpable, même à travers l'écran. Courchevel, rien que ça. La vie est belle pour certains. Ça doit être sympa de ne pas avoir de vraies responsabilités et de pouvoir flamber l'argent comme ça. Cette fois, la pique a touché sa cible. Vraie responsabilité. Comme si ma carrière exigeante, la gestion de mes finances, l'entretien de ma maison et de ma propre santé mentale n'étaient que des passe-temps pour enfants gâtés. J'ai senti la colère monter, une vague chaude dans ma poitrine, mais je me suis forcée à respirer profondément. Leur répondre, c'était entrer dans leur jeu. C'était valider leurs accusations. Mon silence était ma meilleure arme. Il les laissait face à leur propre venin. Et puis, le coup de grâce. Un message de ma mère, une experte dans l'art de la manipulation affective passive-agressive. Héloïse ma chérie, Adeline m'a montré ta photo. C'est très joli, mais, je suis un peu peinée. Nous pensions que tu serais triste, seule à la maison pour Noël. Partir comme ça, sans rien nous dire. C'est un peu comme si tu nous tournais le dos. Ton père est très déçu,
même s'il ne le montre pas. Chaque mot était une mine émotionnelle soigneusement posée. Peinés, seuls, tourner le dos, déçus. Ils avaient réussi l'exploit de retourner complètement la situation. Ce n'étaient plus eux les bourreaux qui m'avaient exclu, c'était moi la coupable qui les avais abandonnés. Moi, la fille égoïste et sans cœur qui avait fui sa pauvre famille inquiète. C'était d'une hypocrisie à couper le souffle. J'ai éteint mon téléphone. Brutalement. Je ne pouvais plus supporter cette comédie. Je me suis servi un autre verre de vin et je me suis forcé à me concentrer sur le feu dans la cheminée, sur la danse silencieuse des flammes. Mais leur poison s'était infiltré. Le doute, ce serpent insidieux, a commencé à siffler à mon oreille. Étais-je en train de surréagir? Étais-je vraiment en train de devenir cette personne égoïste qu'il décrivait? Le lendemain, jour de Noël, j'ai tenu ma résolution. J'ai laissé mon téléphone éteint, enfermé dans le coffre-fort de la suite comme une substance radioactive. J'ai passé la matinée au spa. Le massage a dénoué les tensions de mon corps, mais pas celles de mon esprit. J'ai déjeuné seul au restaurant de la terrasse, lisant un roman, essayant de m'immerger dans une autre vie que la mienne. L'après-midi, j'ai pris une leçon de ski particulière. L'effort physique, l'air glacial et pur, la beauté immaculée des pistes, tout cela m'a aidé. Pour quelques heures, j'ai presque réussi à oublier. J'étais juste une femme, glissant sur la neige, libre. Mais le soir est arrivé. Le soir de Noël. Je me suis habillée pour mon dîner au restaurant gastronomique. J'ai mis une robe magnifique, je me suis maquillée. Mais en me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme qui jouait un rôle, une actrice dans la pièce de sa propre vie. Le restaurant était une symphonie de joie familiale. Des grands-parents émus regardant leurs petits-enfants déballer un petit cadeau, des couples riant aux éclats, des fratries se chamaillant gentiment. Et moi? Seule à ma table pour deux. Le sommelier m'a traitée comme une reine, le chef a créé des plats qui étaient des œuvres d'art. C'était objectivement parfait. Et pourtant, un sentiment de solitude écrasant, une vague glaciale, s'est abattue sur moi. Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai pensé à tous les Noëls passés. Le chaos, le bruit, les enfants qui couraient partout en criant, l'odeur de la dinde de ma mère qui cuisait depuis des heures. Même les petites disputes avec Adeline sur la cuisson de la bûche me manquaient cruellement. Étais-je en train de faire une erreur? Étais-je en train de sacrifier le peu de famille qu'il me restait pour une question d'ego? La vengeance avait un goût de cendre ce soir-là. J'ai quitté le restaurant avant le dessert, prétextant un mal de tête, incapable de supporter plus longtemps la vue de tout ce bonheur qui n'était pas le mien. De retour dans ma suite somptueuse mais vide, j'ai rallumé mon téléphone. Une avalanche de notifications. Des appels manqués de ma mère, de mon père. Et un message très long d'Adeline. J'ai hésité. Une partie de moi voulait jeter le téléphone par la fenêtre. Mais une autre, la partie faible, la petite sœur qui sommeillait toujours en moi, voulait y croire. Peut-être étaient-ce des excuses. Peut-être avait-elle réalisé son erreur en voyant que je ne revenais pas en rampant. J'ai ouvert le message. Et ce que j'y ai lu a balayé d'un seul coup toute la tristesse, toute la solitude, tout le doute. Il ne restait plus que de la glace pure et dure dans mes veines. Le message d'Adeline n'était pas une branche d'olivier. C'était un réquisitoire, un long monologue écrit, plein d'amertume et d'auto-justification. C'était le déversement de fiel d'une personne qui semblait avoir laissé macérer sa rancœur pendant des années, attendant le moment parfait pour la vomir. Héloïse, commençait-elle, sans même une formule de politesse, comme si elle s'adressait à une étrangère. Je vois que tu as décidé de jouer la grande martyre offensée dans ton palace. C'est bien ton genre. Toujours dans le drame, toujours à vouloir attirer l'attention. Tu ne peux pas simplement accepter une décision, il faut que tu en fasses tout un spectacle. Maman est malade d'inquiétude, elle n'a rien mangé de la journée. Papa ne dit rien, mais je vois bien qu'il est profondément blessé. Tout ça à cause de ton caprice d'enfant gâté. Mon caprice. Le mot m'a frappé en plein visage. Mon besoin fondamental d'être traité avec un minimum de respect et d'amour était donc un caprice. Tu crois vraiment que tout tourne autour de toi? Que le monde devrait s'arrêter de tourner parce que madame n'a pas eu son invitation?
Laisse-moi t'expliquer ce qu'est la vraie vie, Héloïse, celle que tu ne connaîtras jamais parce que tu l'as soigneusement évitée. La vraie vie, ce n'est pas de choisir sa prochaine destination de vacances ou la couleur de sa nouvelle voiture de sport. La vraie vie, c'est de se lever à 6 heures du matin parce que le petit dernier a fait un cauchemar et a mouillé son lit. C'est de passer ses soirées à vérifier les devoirs de l'aîné et à préparer les repas du lendemain, même quand on est épuisé. C'est de compter chaque euro à la fin du mois pour être sûr de pouvoir payer les cours de judo, le stage de poney et les nouvelles chaussures qui sont déjà trop petites. Chaque phrase était une attaque, une tentative délibérée de rabaisser mon existence, de la réduire à une frivolité vide de sens. J'ai renoncé à un master en histoire de l'art pour épouser Florent et fonder une famille. C'était mon rêve, mais j'ai choisi l'amour, j'ai choisi mes enfants. J'ai mis ma carrière entre parenthèses pour les élever, pour être présente à chaque instant. C'est ça, le sacrifice. Un mot que tu ne trouveras probablement jamais dans ton dictionnaire personnel. Toi, pendant ce temps, tu grimpais les échelons dans ton agence de design, tu obtenais des promotions, tu te construisais ta petite vie parfaite, stérile et égoïste. La jalousie suintait de chaque mot, si épaisse que j'aurais presque pu la toucher. Ce n'était même plus déguisé. C'était une confession. Alors oui, cette année, j'ai voulu un Noël sans toi. Un Noël où je n'aurais pas à supporter tes récits de voyages exotiques à Bali ou au Pérou, pendant que je peine à boucler une semaine de vacances à la Grande Motte. Un Noël où je n'aurais pas à voir les cadeaux hors de prix que tu offres à mes enfants, des cadeaux qui semblent crier « Regardez comme je suis riche et généreuse », comme pour me rappeler constamment ta supériorité financière. Un Noël où je pourrais juste être une mère, avec mon mari et mes enfants, sans avoir le miroir de ta réussite insolente et de ta liberté arrogante braquée en permanence sur mes propres échecs, mes propres sacrifices. Mes propres échecs. Elle l'avait écrit noir sur blanc. Ce n'était pas moi le problème. C'était elle. C'était son propre mal-être, sa propre insatisfaction qu'elle projetait sur moi depuis des années. J'étais le symptôme, pas la maladie. Le message s'achevait sur une note d'une cruauté apocalyptique. On ne t'a pas exclu parce que tu n'as pas d'enfant, Héloïse. On t'a mise à l'écart parce que ta présence est devenue toxique pour notre équilibre. Ta vie, parfaite, est une insulte silencieuse à nos difficultés quotidiennes. Alors profite bien de ton champagne et de tes massages. J'espère sincèrement qu'ils te tiendront chaud la nuit. Parce qu'à la fin, c'est tout ce que tu auras. Tu finiras seule, vieille, riche et amère, et tu te demanderas pourquoi personne ne vient te rendre visite. Et la réponse, c'est que tu n'auras jamais compris ce que signifie vraiment le mot « famille », parce que la famille, c'est le don de soi, pas l'épanouissement personnel. Je l'ai lu une fois. Puis une deuxième. Puis une troisième. Le choc initial a laissé place à une clarté effrayante, comme un paysage après un incendie de forêt. Tout était noir, dévasté, mais on voyait enfin l'horizon. La solitude que j'avais ressentie au dîner, la tristesse, la culpabilité, tout s'était évaporé. Il ne restait qu'un vide immense, un paysage de désolation. Le lien qui nous unissait, ce fil ténu que j'avais passé des années à essayer de renforcer, venait d'être pulvérisé. Pas par moi. Par elle. Elle ne m'avait pas seulement exclu de Noël. Elle m'avait effacé de sa vie, de sa définition même de la famille. Je me suis levée, je suis allée vers la grande baille vitrée. La neige tombait à gros flocons silencieux, recouvrant le monde d'un manteau blanc et pur. C'était comme si l'univers essayait de recouvrir la laideur que je venais de lire. Je n'avais plus de sœur. Cette prise de conscience a été étrangement, terriblement libératrice. Il n'y avait plus rien à sauver. Plus de compromis à faire. Plus d'excuses à trouver pour son comportement. La guerre était déclarée. Et c'est à ce moment-là, dans ce vide glacial mais lucide, que j'ai su qui je devais appeler. La seule personne de la famille qui avait toujours vu clair, la seule qui n'avait jamais eu peur de la vérité, aussi laide soit-elle. Ma tante Gisèle. Et ce qu'elle allait me révéler était encore pire que tout ce que je pouvais imaginer. Ma tante Gisèle, la sœur cadette de ma mère, a décroché à la deuxième sonnerie. Sa voix chaude et rocailleuse, toujours pleine d'une pointe d'ironie, a été comme un baume sur ma blessure à vif. « Héloïse, ma chérie. Je me disais bien que tu finirais par appeler. Joyeux Noël, malgré tout ce cirque.
Il y avait une tristesse lasse dans sa voix qui me confirmait qu'elle savait. Pas seulement pour l'exclusion de dernière minute, mais pour quelque chose de plus profond, de plus ancien. Tante Gisèle? J'ai besoin de te parler. Il faut que tu me dises la vérité. La vérité, mon enfant, est rarement aussi jolie qu'une carte de vœux. J'ai reçu ton message subliminal de Courchevel. Très chic, d'ailleurs. Un choix excellent pour une retraite stratégique. Un éclair de son humour habituel a percé la grisaille. Laisse-moi deviner. Ta chère sœur Adeline t'a envoyé un de ces fameux romans fleuves pour se justifier et te faire porter le chapeau? Comment sais-tu? Ma voix était à peine un souffle. Ma chérie, je connais ta sœur depuis qu'elle est née. Sa jalousie envers toi n'est pas une nouveauté. C'est une vieille rengaine, un disque rayé. Elle a juste décidé de monter le volume au maximum cette année. Elle est tellement noyée dans son propre malheur, dans ses regrets, qu'elle en devient méchante. C'est pathétique, mais ce n'est pas une excuse. Dis-moi ce qu'elle a écrit. Je lui ai lu le message, mot pour mot. Ma voix était monocorde, détachée, comme si je lisais un rapport d'autopsie. L'autopsie de ma relation avec ma sœur. À la fin de ma lecture, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis, j'ai entendu ma tante soupirer, un soupir lourd de décennies d'observation silencieuse. La pauvre petite fille, a-t-elle dit, sans une once de sympathie. Toujours la victime, toujours la martyre. Elle n'a pas changé. Alors, tout ça, c'est juste de la jalousie? Depuis tout ce temps? Héloïse, c'est de la jalousie depuis le début. Depuis que tu as eu ton diplôme avec mention alors qu'elle peinait dans ses études. Depuis que tu as eu ton premier poste à responsabilité dans une belle agence. Depuis que tu as acheté ton magnifique appartement avec vue sur le lac, pendant qu'il s'endettait pour un pavillon de banlieue. Chaque réussite de ta paraît, à ses yeux, un miroir impitoyable qui lui renvoie l'image de ce qu'elle n'est pas, de ce qu'elle n'a pas. Elle a fait le choix de la vie de famille, un choix respectable en soi, mais elle n'a jamais accepté que ce choix impliquait des renoncements. Et elle te tient pour responsable, toi et ta liberté, de lui montrer qu'une autre vie, une vie sans mari ni enfant, peut aussi être une vie heureuse, riche et réussie. C'est une vérité qui lui est absolument insupportable. Tout ce qu'elle disait avait un sens terrible. C'était la pièce manquante du puzzle, la clé qui ouvrait la chambre noire de la psyché de ma sœur. Mais il y a pire, n'est-ce pas, ai-je demandé, sentant dans son silence qu'elle me cachait encore quelque chose, la partie la plus laide de l'histoire. Nouveau silence. Plus lourd cette fois. Oui, a-t-elle finalement admis, sa voix chargée de regret. Et je déteste devoir être celle qui te le dit. Ce n'était pas une décision de dernière minute, Héloïse. Ce n'était pas une simple dispute qui a mal tourné. C'était prémédité. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Que veux-tu dire? Il y a 2 semaines, Adeline a organisé un déjeuner entre filles, avec ta mère et quelques autres tantes. Bizarrement, je n'étais pas sur la liste des invités. J'ai su ce qui s'est dit par ta tante Martine, qui était absolument horrifiée mais qui n'a pas osé intervenir. Adeline a passé tout le repas à se plaindre de toi. J'ai fermé les yeux, me préparant au pire. Elle a raconté à tout le monde que tu étais devenu égoïste et matérialiste. Que tu méprisais sa vie de famille simple. Que tu essayais constamment de l'humilier avec ton argent et tes cadeaux. Elle a dit que tu avais changé, que tu n'étais plus la même personne. Elle a pleuré, Héloïse. Elle a joué la comédie de la sœur blessée à la perfection. Elle a préparé le terrain. Elle a monté ta propre mère, qui est si facile à influencer, contre toi. Pour que le jour où elle t'annoncerait que tu n'étais pas la bienvenue à Noël, tout le monde pense que c'était justifié. Que c'était toi le problème. Un complot. Ce n'était pas juste une exclusion impulsive. C'était une campagne de dénigrement. Une exécution sociale planifiée. Elle n'avait pas seulement voulu me faire du mal, elle avait voulu détruire ma réputation au sein de ma propre famille, m'isoler complètement. C'était d'une perversité que je n'aurais jamais cru possible. Et maman? Maman l'a cru, ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Ta mère? Ta mère veut la paix à tout prix, tu le sais bien. Et Adeline sait exactement sur quel bouton appuyer. Elle lui a fait croire que c'était pour le bien de tous,
pour apaiser les tensions que, soi-disant, ta présence créait. À ce moment précis, mon téléphone a vibré. Une nouvelle notification de message. C'était ma mère. Toute la famille dînera ici le 26 au soir. Tu nous manques. S'il te plaît, viens. Nous devons parler. Un piège. Une invitation dans l'arène, après que mon adversaire ait passé des semaines à affûter ses armes et à corrompre les juges. Il ne voulait pas parler. Il voulait me voir ramper. M'excuser. Me soumettre. J'ai senti une vague de froid me parcourir. Mais la peur avait disparu. La tristesse aussi. Il ne restait que le métal froid de la résolution. J'ai répondu à ma mère, mes doigts tapant fermement sur l'écran. Je serai là. Mais je ne viendrai pas en tant que Héloïse la victime. Je viendrai en tant que Héloïse, leur créancière. Et ils allaient enfin devoir payer leurs dettes, morales et financières. Le 26 décembre, j'ai quitté Courchevel. Je n'ai pas fui. J'ai opéré une retraite stratégique, digne et ordonnée. En rendant la clé magnétique de ma suite, j'ai eu l'impression de quitter une armure scintillante. Mais je n'en avais plus besoin. Ma force, maintenant, venait de l'intérieur. Elle était forgée dans la glace de la trahison et affûtée par la clarté impitoyable de la vérité. Le trajet vers Lyon était radicalement différent de l'aller. Je ne fuyais plus un foyer brisé, j'avançais délibérément vers le champ de bataille. J'ai mis de la musique classique, un quatuor de Brahms, dont la gravité et la complexité faisaient écho à mon état d'esprit. J'ai passé les 3 heures de route à me remémorer chaque injustice, chaque pique, chaque sacrifice non reconnu. Je ne compilais pas des griefs pour me plaindre. Je rassemblais des faits. Des preuves. Des munitions. Je préparais mon plaidoyer final. Je ne suis pas rentré directement à Annecy. Mon plan était précis. Je suis allé dans un grand magasin près de la place Bellecour à Lyon. J'avais besoin d'une nouvelle tenue. Pas pour eux. Pour moi. C'était mon uniforme de combat, une manifestation extérieure de ma résolution intérieure. Je n'ai pas choisi une robe de soirée tape à accent grave-l'œil ou provocante. J'ai opté pour l'élégance sobre du pouvoir. J'ai trouvé un pantalon de tailleur noir, d'une coupe parfaite, qui tombait impeccablement sur des escarpins fins mais stables. Une blouse en soie couleur crème, simple, presque austère. Et par-dessus, un long manteau en cachemire gris perle, dont le drapé avait le poids et la dignité d'une toge romaine. Pas de bijoux ostentatoires. Juste ma montre, un modèle classique que je m'étais offert pour mes 40 ans, symbole de mon indépendance et du temps que j'avais décidé de ne plus perdre. Chaque pièce était un message, je suis calme, je suis en contrôle, je suis votre égal. Non. Je suis au-dessus de ça. J'ai pris une chambre dans un hôtel chic près de chez mes parents pour me préparer en terrain neutre. Je ne voulais pas être contaminée par l'atmosphère de ma propre maison, remplie de souvenirs. J'ai pris mon temps. Une douche longue et chaude pour laver les derniers vestiges de doute. Un maquillage soigné mais naturel, qui unifiait mon teint et soulignait mon regard, mais sans fard. Je n'étais pas là pour séduire ou pour plaire, mais pour être vue. Entendue. Quand je suis arrivée devant la maison de mon enfance, la même où nous avions déballé tant de cadeaux de Noël dans une joie innocente, j'ai coupé le moteur et je suis restée quelques instants dans le silence de la voiture. J'ai pris une profonde inspiration. L'ancienne Héloïse aurait eu le cœur battant, les mains moites. Elle aurait répété dans sa tête les phrases qu'elle voulait dire, de peur de les oublier. Elle aurait espéré une réconciliation, un miracle de Noël tardif. La nouvelle Héloïse était d'un calme olympien. Son cœur battait à un rythme lent et régulier. Elle n'espérait rien. Elle venait simplement conclure un chapitre, fermer un livre. J'ai sonné. C'est ma mère qui a ouvert. En me voyant, elle a eu un hoquet de surprise. Un soulagement immense, presque hystérique, s'est peint sur son visage, mais il était teinté d'une nervosité palpable. Elle ne savait manifestement pas à quoi s'attendre. Héloïse. Ma chérie. Tu es venue. Mon Dieu, tu es venue. Elle m'a prise dans ses bras. C'était une étreinte désespérée, celle de quelqu'un qui essaie de recoller les morceaux d'un vase brisé avec de la salive. J'ai posé mes mains sur son dos, mais je suis restée raide.
Le contact physique me semblait déplacé, faux. Je n'étais plus sa petite fille en quête d'approbation. J'étais une femme qui venait demander des comptes. Je suis entrée dans le salon. Tous les regards se sont tournés vers moi comme un seul homme. Le brouhaha des conversations s'est éteint instantanément. Le silence est tombé, si lourd qu'il en était presque palpable. Mon père, assis dans son fauteuil Voltaire, a simplement hoché la tête, l'air profondément mal à l'aise, incapable de me regarder dans les yeux. Ma tante Gisèle, assise un peu à l'écart, m'a adressé un clin d'œil discret et un minuscule sourire encourageant. Elle était mon unique allié dans ce territoire hostile. Et puis, il y avait Adeline et Florent. Ils se tenaient près de la cheminée, comme les seigneurs du château présidant leur cour. Adeline a visiblement été décontenancée par mon apparence. Elle s'attendait sans doute à me voir arriver les yeux bouffis de larmes, vêtue de manière négligée, l'air abattu. Au lieu de ça, elle voyait une femme qui semblait revenir d'un conseil d'administration. Son visage s'est fermé, un masque de dédain et de méfiance remplaçant la surprise. Florent, lui, était encore plus transparent. Il n'a même pas pu soutenir mon regard. Il a fixé un point imaginaire sur le tapis et a marmonné un « salut » à peine audible. J'ai souri. Un sourire léger, poli, dénué de toute chaleur, qui ne concernait que mes lèvres. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Le vôtre était-il aussi reposant que le mien? Ma voix était claire et posée. C'est cette tranquillité, cette absence totale de drame, qui les a le plus déstabilisés. Ils s'étaient préparés à une confrontation, à des larmes, à des reproches. Ils ne s'étaient pas préparés à mon indifférence polie. Passons à table, a dit mon père d'une voix un peu trop forte, comme pour briser le sortilège. Le dîner a commencé dans ce silence pesant. Les seuls bruits étaient ceux des couverts heurtant la porcelaine, des bruits qui semblaient amplifiés, presque agressifs. Ma mère essayait désespérément de lancer des conversations banales sur la météo, sur les embouteillages, mais chaque tentative mourait au bout de quelques secondes, étouffée par la tension. Je mangeais lentement, en savourant chaque bouchée. Je n'étais pas pressée. Je les laissais mariner dans leur propre malaise, dans le poison de leur non-dit. Je savais que l'un d'eux finirait par craquer. L'abcès devait être percé. Et bien sûr, ce fut Florent. Lâche mais arrogant. Incapable de supporter la tension, il a tenté une attaque frontale, pensant sans doute me déstabiliser et reprendre le contrôle. Il s'est adossé à sa chaise, un sourire narquois aux lèvres. Alors, Héloïse? C'était comment, cette petite escapade de millionnaire? Pas trop dur de revenir à la réalité, loin de tes majordomes et de ton champagne? Le silence est devenu encore plus profond. Tous les regards, même ceux qui m'évitaient jusqu'à présent, étaient tournés vers moi. C'était le début. Le rideau de velours du théâtre familial venait de se lever sur le premier acte de la dernière scène. Je n'ai pas réagi immédiatement à sa provocation. J'ai terminé de mâcher ma bouchée de gratin dauphinois, lentement. J'ai délicatement posé mon verre d'eau sur la nappe, en prenant soin de ne faire aucun bruit. J'ai essuyé mes lèvres avec ma serviette. Chaque geste était mesuré, délibéré. Je leur montrais que je n'étais pas sous le coup de l'émotion. J'étais en plein contrôle. J'ai tourné la tête vers Florent, un léger sourire flottant sur mes lèvres, un sourire qui n'atteignait absolument pas mes yeux. La réalité, Florent, ai-je demandé d'une voix douce, presque conversationnelle. C'est amusant que tu parles de réalité. Ma réalité, pendant 4 jours, a été un service impeccable, des paysages à couper le souffle et un silence bienheureux. Un silence total, tu imagines? Pas de cris d'enfants, pas de plaintes sur les factures, pas de reproches voilés. Honnêtement, c'était le Noël le plus reposant de toute ma vie. Je te le recommande vivement quand tu auras les moyens. Ma réponse, calme et factuelle, ponctuée de cette petite pique finale, l'a pris au dépourvu. Il a rougi, s'est renfoncé dans sa chaise, et a bredouillé quelque chose d'inintelligible. Il s'attendait à de la colère, à des larmes, pas à une publicité pour un palace 5 étoiles. C'est Adeline, voyant son mari déstabilisé, qui a pris le relais, sa voix sifflante devenant contenue. Ça doit être agréable de pouvoir gaspiller son argent comme ça, juste pour son petit plaisir personnel, pendant que d'autres travaillent dur pour joindre les deux bouts. Le mot était lâché.
Le mot-clé. Le mot qui avait tout déclenché. Gaspiller. Ce fut comme un interrupteur. Toute la patience, toute la maîtrise de soi que j'avais cultivée s'est concentrée en une pointe d'acier. J'ai laissé tomber ma fourchette sur mon assiette en porcelaine. Le clac sonore a résonné dans la pièce comme un coup de feu, faisant sursauter tout le monde. J'ai tourné mon regard vers ma sœur. Lentement. Délibérément. Je l'ai fixée jusqu'à ce qu'elle baisse les yeux, visiblement mal à l'aise d'être ainsi mise au centre de l'attention. Gaspiller, ai-je répété, ma voix toujours aussi calme en surface, mais avec une nouvelle dureté, un tranchant qu'il ne m'avait jamais connu. Tu veux vraiment qu'on parle d'argent gaspillé, Adeline ? Le visage de ma sœur a blêmi. Elle a jeté un regard paniqué vers Florent, qui restait muet. Parlons des 20 000 € que j'ai gaspillés, il y a 5 ans pour que vous puissiez acheter cette maison dont tu te plains sans arrêt. Une somme dont j'attends toujours le remboursement complet, d'ailleurs. Un prêt sans intérêt, sans date limite, entre sœurs. C'était un gaspillage, ça ? Ou un investissement à fond perdu dans une relation qui n'existait que dans ma tête ? Un silence de mort s'est abattu sur la table. Mon père s'est agité sur sa chaise, l'air d'un homme qui voudrait être n'importe où ailleurs. Ma mère a mis une main devant sa bouche, ses yeux passant de l'une à l'autre de ses filles comme si elle assistait à un accident de voiture au ralenti. J'ai continué, ma voix montant d'un cran, plus forte, plus assurée, résonnant dans la pièce. Parlons des anniversaires et des Noëls de tes enfants. Des milliers et des milliers d'euros que j'ai gaspillés en cadeaux, en consoles de jeux dernier cri, en vélos de marque, en stages de voile, parce que je savais que vous ne pouviez pas vous les permettre et que, bêtement, je ne voulais pas que mes neveux se sentent privés par rapport à leurs amis. C'était un gaspillage ? Je me suis tournée vers Florent, qui semblait avoir rapetissé sur sa chaise. Parlons de la fois où ta voiture est tombée en panne juste avant vos vacances d'été et que tu n'avais pas les moyens de la faire réparer. Qui a gaspillé 1500 €, sans même en parler à Adeline pour ne pas t'humilier, pour que tu puisses emmener ta famille à la mer ? Je balayais la table du regard, les passant tous en revue, même ma mère et mon père, complices par leur silence. Pendant des années, j'ai été votre banque, votre solution de secours, votre filet de sécurité. J'ai annulé des rendez-vous professionnels importants, des week-ends en amoureux, pour garder vos enfants à la dernière minute parce que votre baby-sitter vous avait lâché. J'ai tout donné. Mon temps, mon énergie, mon argent. Et jamais, pas une seule fois, je ne vous ai entendu dire que c'était du gaspillage. C'était normal, n'est-ce pas ? C'était un dû. La tante célibataire, sans enfant et qui gagne bien sa vie, elle est là pour ça. Une ressource inépuisable. J'ai fait une pause, laissant le poids de mes paroles s'installer, écraser l'hypocrisie ambiante. Mais le jour où je dépense MON propre argent, gagné à la sueur de MON front, pour MON propre bien-être, pour soigner la blessure que vous m'avez infligée en me bannissant, alors là, soudainement, ça devient du gaspillage. Votre logique est fascinante. Je me suis recentrée sur Adeline, qui me regardait avec un mélange de haine et de peur. Le problème n'a jamais été que je n'ai pas d'enfant, ma chère sœur. Le problème, c'est que tu ne supportes pas que je sois heureuse sans en avoir. Tu ne supportes pas ma liberté parce qu'elle te renvoie à ta propre prison dorée, celle que tu as construite toi-même avec tes choix et tes regrets. Tu n'avais pas besoin d'un Noël centré sur les enfants. Tu avais besoin d'un Noël sans moi pour pouvoir te sentir supérieur, pour pouvoir te plaindre en paix sans que ma simple existence ne te rappelle qu'une autre voie était possible. Je me suis levée, repoussant doucement ma chaise, le bruit raclant sur le parquet. Je te plains, Adeline. Je te plains sincèrement. D'être si malheureuse que tu aies besoin de détruire les autres pour te sentir exister. Tu n'as pas besoin d'un bouc émissaire. Tu as besoin d'un bon thérapeute. J'ai regardé ma mère, dont les larmes coulaient en silence sur ses joues. Et toi, maman, j'espère que tu es fière. Tu voulais la paix, mais tu as cautionné la méchanceté et la lâcheté. Ce n'est pas de la paix, c'est de la complicité. Puis, j'ai pris mon sac et mon manteau, qui étaient posés sur une chaise. Merci pour le dîner. Mais je crois que j'ai assez gaspillé de mon temps et de mes sentiments dans cette maison pour le restant de mes jours. Je me suis dirigée vers la porte, la tête haute, sans un regard en arrière. Personne n'a dit un mot.
Personne n'a bougé. J'ai entendu un bruit derrière moi, non pas le bruit de la vaisselle, mais le bruit d'une famille, de leur illusion de famille, qui se brisait en 1000 morceaux. Et je n'ai rien ressenti, à part un immense, un profond, un merveilleux soulagement. En franchissant le seuil de la porte d'entrée, j'ai eu l'impression de traverser une frontière invisible. Derrière moi, un monde de faux-semblants, de ressentiments et de dettes émotionnelles. Devant moi, l'air glacial de la nuit de décembre, mais un air pur, vivifiant. J'ai pris une grande inspiration, comme si mes poumons se remplissaient d'air frais pour la première fois. Je n'ai pas accéléré le pas, je n'ai pas fui. J'ai marché tranquillement jusqu'à ma voiture, savourant chaque seconde de cette nouvelle liberté. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais que je n'avais rien laissé derrière moi, à part les cendres d'une relation qui n'avait jamais été ce que je croyais. Alors que je roulais dans les rues silencieuses de Lyon, mon téléphone a vibré sur le siège passager. Ce n'était pas un appel, mais un message. De ma tante Gisèle. Tu as été magnifique. Digne, forte, et terriblement juste. Ils sont tous en état de choc, comme s'ils venaient de se prendre un TGV en pleine face. Dès que tu as franchi la porte, le vernis a craqué. Florent et Adeline ont commencé à s'écharper devant tout le monde. Il l'a traité de « garce manipulatrice et venimeuse » qui venait de les mettre dans une situation financière et familiale impossible. Elle lui a hurlé qu'il était un « raté incapable » et que si elle était si jalouse de toi, c'était parce qu'il n'avait jamais réussi à lui offrir ne serait-ce que le 10e de ta vie, et qu'elle avait sacrifié sa jeunesse pour un homme qui ne la méritait pas. Ton père a dû crier pour les séparer, ce que je ne l'avais pas vu faire depuis 20 ans. Ta mère est en pleurs dans la cuisine, répétant « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Leur Noël parfait est en ruine. Et ce n'est pas de ta faute. Tu n'as fait que leur tendre un miroir, et ils n'ont pas supporté leur propre reflet. J'ai lu le message à un feu rouge. Je n'ai ressenti aucune joie mauvaise, aucune satisfaction de vengeance. Juste une profonde et infinie tristesse pour eux. Pour tout ce gâchis. Ils avaient tout, en apparence, pour être heureux, des enfants en bonne santé, une maison, un travail. Mais leur amertume, leur jalousie, leur incapacité à se réjouir du bonheur des autres avaient tout empoisonné. En me désignant comme la source de leurs problèmes, ils avaient évité de se regarder en face. Maintenant que je n'étais plus là pour jouer ce rôle de paratonnerre, leur château de cartes, construit sur des mensonges et des frustrations, s'effondrait. Je ne suis pas rentrée à Annecy cette nuit-là. J'étais trop secouée, mais d'une bonne manière. Je suis retournée à ma chambre d'hôtel, mon havre de paix neutre. J'ai commandé un thé à la camomille et je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville qui brillaient en contrebas. J'ai repensé à toute ma vie, à cette dynamique familiale qui m'avait façonnée. La gentille Héloïse. La serviable Héloïse. Celle qui disait toujours oui pour ne pas faire de vagues. Celle qui aplanissait les conflits, qui jouait les médiatrices. Celle qui donnait sans compter, espérant secrètement que son amour et sa générosité finiraient par être reconnus, par lui valoir sa place légitime au sein du clan. Cette femme était morte ce soir. Ce n'était pas une mort violente et tragique, mais une acceptation paisible. L'acceptation que je ne pourrais jamais les changer. L'acceptation que leur amour, si tant est qu'il y en ait eu, était conditionnel à ma soumission et à mon rôle utilitaire. Et surtout, l'acceptation que ce n'était pas grave. Je n'avais pas besoin de leur approbation pour exister, pour être heureuse, pour être complète. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message court de ma mère. Je suis désolée. Tu avais raison. 5 petits mots. Des mots que j'avais attendus des années. Mais en les lisant, j'ai réalisé qu'ils arrivaient trop tard. Le mal était fait. La confiance, ce cristal si fragile, était brisé en 1000 morceaux. Peut-être qu'un jour, avec le temps, nous pourrions reconstruire un pont. Mais il ne mènerait plus jamais au même endroit. La relation serait différente, plus distante, plus saine. Et c'était bien comme ça. Je ne voulais plus que ce soit pareil. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas la force, ni l'envie. J'ai dormi 12 heures d'affilée cette nuit-là. Un sommeil profond, sans rêve, le sommeil de l'épuisement et de la libération. Je me suis réveillée le lendemain matin en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des décennies. Un poids invisible,
le poids de leurs attentes, de leurs jugements, et de ma propre quête de validation, avait été soulevé de mes épaules. En rentrant à Annecy, le soleil d'hiver brillait sur le lac, faisant scintiller l'eau comme des milliers de diamants. Mon appartement m'a accueilli dans son silence familier et bienveillant. J'ai regardé le sapin de Noël. Il était toujours aussi beau. J'ai pris le petit cadre photo avec la photo de nous deux, enfants. Je l'ai regardé une dernière fois, sans colère, sans tristesse. Juste avec une sorte de tendresse distante pour la petite fille que j'avais été, si pleine d'amour et d'illusions. Puis, je l'ai délicatement rangé dans une boîte à souvenirs, au fond d'un placard. Il était temps de créer de nouvelles traditions. Les miennes. Cette épreuve douloureuse m'a appris une leçon fondamentale: on ne peut pas forcer les gens à nous aimer ou à nous respecter. On ne peut pas acheter leur affection avec des cadeaux ou des services. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Ma valeur ne dépend pas de mon statut marital ou maternel. Elle ne dépend pas de l'approbation de ma famille. Elle réside dans ma capacité à être fidèle à moi-même, à honorer mes propres besoins, et à construire une vie qui me rend heureuse, selon mes propres termes. Mon histoire est peut-être unique dans ses détails, mais je sais que le sentiment d'être incompris, jugé ou sous-estimé par sa propre famille est malheureusement universel. C'est pourquoi je veux vous entendre. Avez-vous déjà ressenti ce poids des attentes familiales? Avez-vous déjà dû vous battre pour faire respecter vos choix de vie, qu'il s'agisse de votre carrière, de votre célibat, ou de votre décision de ne pas avoir d'enfant? Partagez votre expérience dans les commentaires. Racontez-moi votre histoire. Parfois, le simple fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes est le plus grand des réconforts et le début de la guérison. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » pour me le faire savoir, et à vous abonner pour plus de récits de vie. Votre soutien compte énormément. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, jamais, votre propre valeur.